c'est ce qu'on conseille aussi aux wedding planners qui se lancent. C'est au tout départ, on n'a rien à montrer et c'est ce qui est aussi un peu difficile au début. Donc c'est de ne pas hésiter à faire des shootings d'inspiration et de créer des choses, montrer ce qu'on sait faire. Et ce qu'on aime évidemment faire, c'est au moins être là en coordination parce qu'on aime déplacer les objets d'un endroit à un autre. On aime imaginer. Ce calendrier de l'Avent, il est né encore une fois comme Sweet Blossom à la base d'une passion commune. On a envie d'être cette agence qui apporte de la nouveauté, qui apporte une nouvelle manière d'aborder le mariage aussi. Hello et bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariages français. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir une nouvelle fois de recevoir non pas un mais deux wedding planners, Ambre et Eva. Elles gèrent toutes les deux l'agence Sweet Blossom depuis environ 6 ans, une agence basée en région parisienne. Elles gèrent l'organisation d'événements, l'organisation de mariages. Elles gèrent aussi toute la partie décoration. Elles louent leur propre matériel qu'elles ont acheté au fil du temps et qu'elles entreposent dans un box, dans un entrepôt qui fait maintenant plus de 40 mètres carrés. Elles ont beaucoup d'objets. Elles vont nous raconter d'ailleurs comment elles ont fait grossir cette partie-là de leur activité, comment elles s'organisent, comment elles ont trouvé leurs premiers clients. Et puis surtout, elles vont nous parler d'un nouveau produit puisqu'elles ont lancé leur propre calendrier de l'Avent, un projet qu'elles couvent depuis un peu plus d'1 an et qu'elles ont lancé 2 semaines avant l'enregistrement de ce podcast, début octobre. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter ma conversation avec Ambre et Eva. Alors, bienvenue sur le podcast Carnet de Noces, un nouveau podcast où on est trois. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eva et Ambre. Après l'épisode de la semaine dernière où on était avec Jennifer et Sophie, ma vie de bohème, on est de nouveau trois. Je vais vous demander de vous présenter chacune l'une après l'autre. L'épisode dernier, on a fait un portrait croisé, mais là, on s'est entendu en début d'épisode pour que chacune de vous deux vous présentiez. Alors, on va démarrer avec Eva. C'est la première là dans ma liste que j'ai devant moi là. Bonjour à tous, je m'appelle Eva et je fais partie de l'agence Sweet Blossom. Je suis l'une des 2 fondatrices avec Ambre. J'ai 33 ans, même si ça fait mal au cœur de le dire. Et on est wedding planner depuis 6 ans maintenant. À la base, on est toutes les 2 issues d'une formation marketing puisqu'on s'est rencontrées en école de marketing de mode. Donc on a plutôt une formation initialement dans le marketing et dans la mode. Et puis notre amitié a fait que très très vite, on ait envie d'entreprendre toutes les 2 et de démarrer l'aventure Sweet Blossom. Bon, bah, c'est très rapide, très bien. Et toi, Ambre, du coup? Alors, bonjour à tous. Donc moi, c'est Ambre, j'ai également 33 ans. Comme dit Eva, on s'est rencontrés à l'école. On a commencé à travailler ensemble sur plein de projets. On en faisait, je sais pas, 3, 4 par semaine. Et on a aimé travailler ensemble. On est devenus amis à ce moment-là. Et puis, notre amitié a grandi et on a eu envie de s'organiser des belles choses pour nous. On a commencé par s'organiser des anniversaires surprises où on faisait tout partait de l'autre en fait. On aimait faire plaisir à l'autre. C'était une micro-attention, un micro-détail sur le week-end. Et tout était planifié et cadencé sur ce week-end-là. Et on a adoré faire ça. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait organiser de chouette dans la vie des gens? Et le mariage s'est un peu imposé à nous comme ça en fait. Et on avait toutes les deux des boulots dans la mode. On a commencé en parallèle. On avait nos boulots et puis on a continué à monter l'agence à côté. On a eu des amis d'amis qui se mariaient, puis on a commencé comme ça. Ok, donc c'était d'abord un side project que vous avez développé. Combien de temps vous êtes resté dans cette situation avant de vous lancer à 100% sur l'agence? Moi, Bon. j'ai fait, on l'a fait en 2 temps en fait, pour aussi sécuriser le projet parce qu'on avait toutes les 2 des postes plutôt importants, on va dire, et dans des entreprises qui étaient aussi très chouettes et on avait des perspectives d'évolution dans nos boulots respectifs qui étaient là. Donc c'était un vrai risque et aussi un vrai pari de se dire on quitte tout ça et on se lance. On se lance pour un défi à la fois personnel et à la fois financier aussi, on le savait. Et, euh,
Et donc, on a décidé de le faire plutôt en plusieurs fois parce qu'on est quand même assez... j'ai perdu mon mot aussi. Non. Prudente, voilà. On est assez prudente. Et donc, on a décidé que Ambre quitterait en premier son job. Pour des raisons personnelles, elle était plus installée que moi à cette époque-là. Donc, elle a quitté son job au bout d'un an où on avait fait ça en parallèle, si je dis pas de bêtises. Je sais plus combien de temps j'ai. Je Ouais, crois ça que faisait c'était ça. un an ou deux, parce que ça faisait déjà 3 4 ans que j'étais chez Converse. Donc, ouais, un an ou deux qu'on faisait ça en parallèle. Et j'ai quitté mon boulot à ce moment-là. Et moi, j'ai mis un peu plus de temps à la rejoindre après. J'ai dû faire ça 2 ans après, moi. On dit toujours que c'est compliqué d'avoir deux activités et de lancer un projet comme ça en side project, surtout qu'on n'est pas dans la mentalité où on va être à 100%. On sait qu'on a un salaire qui tombe à la fin du mois, etc. Alors certes, c'est plus sécurisant, mais d'un autre côté, ce qu'on dit, c'est que les boîtes grossissent moins vite. Est-ce que ça s'est vu aussi chez vous à partir du moment où vous étiez, où vous aviez plus le choix, vous étiez toutes les deux à 100% sur le projet, vous avez vu vraiment une grosse croissance ou vraiment un emballement? Alors, ça paraît logique puisque vous étiez deux et vous étiez à temps plein dessus, mais est-ce que même le fait de changer d'état d'esprit comme ça et de se dire je me mets à temps plein sur le projet, est-ce que vraiment vous avez vu un gros changement à ce niveau-là aussi? Alors oui, on a vu un changement, effectivement, parce que, alors nous, on fait ce métier à fond, et dans tout ce qu'on fait, on le fait à fond et avec tout notre cœur. Et c'était hyper aussi frustrant pour Eva d'être là, parce qu'elle était là sur tous les jours J avec moi, mais de pas être là au quotidien. Et en fait, le moment où elle a tout quitté et m'a rejoint à 100%, donc forcément, il y avait ce côté un peu frustration qui s'est envolé, aussi envie de faire différemment, de moi, de peut-être ce que je faisais au quotidien, le faire évoluer aussi pour que ça convienne aussi à Eva. Donc oui, forcément, il y a eu une espèce de reboost quand on a été toutes les deux full-time. Et puis aussi, c'est en parallèle, ça faisait donc du coup 2 ans que c'était à fond. C'est vraiment la troisième année où on a vu que ça a vraiment décollé notre, euh, notre société. Alors c'est long, c'est ce qu'on dit aussi aux wedding planners qui nous contactent parfois, c'est d'être patient. Donc c'est vrai qu'il faut avoir aussi un peu les reins solides derrière pour pouvoir se payer et manger à la fin du mois, on va pas se mentir. Mais il faut quand même 2 3 ans avant de décoller et avoir assez de mariage pour en vivre. Pourquoi Sweet Blossom déjà? D'où vient ce nom? Bah, ça part de l'école, justement. Cette fameuse école de marketing où on était des élèves plutôt appliqués et un peu les premières de la classe, on va dire. Et un jour, il y a eu un dossier à réaliser où c'était une entreprise à laquelle il fallait donner un nom. Et il se passait des choses tout au long de la journée sur cette entreprise. Il fallait recruter du personnel, il y avait un krach boursier. Voilà, il fallait qu'on arrive, nous, à ce que l'entreprise reste pérenne. Et on avait appelé ce dossier Sweet Blossom. Et puis on a eu la meilleure note et les autres se sont un peu moqués de nous en nous disant ah Sweet Blossom, le truc là, les fleurs bleues, de toute façon vous êtes toujours les meilleurs, nani nanana. Et donc on s'est dit un jour on se vengera et si un jour on a une société, peu importe si on vend des frites, si on ouvre une boutique de lingerie ou j'en sais rien, on l'appellera Sweet Blossom. Et donc on n'a pas du tout réfléchi quand on a décidé de monter la société. C'était Sweet Blossom évidemment. D'accord. Et donc là, est-ce que vous sentez que vous avez rempli le pari et que vous avez pris votre revanche? Ouais, carrément. Carrément. Déjà, donc c'était comme dit Eva, forcément Sweet Blossom. Bon, dans le monde du mariage, ça marche quand même plutôt bien Hmm. ce nom, donc c'était cool. Mm. Et oui, ça fait 6 ans qu'on fait ça maintenant, même plus parce que ça fait 6 ans officiellement, parce qu'officieusement, on avait nos 2 boulots avant. Officiellement, on est installé depuis 6 ans. Et oui, et aujourd'hui, on fait entre 20 et 25 mariages par an. On a recruté 6 stagiaires cette année pour nous aider. Donc oui, aujourd'hui, carrément. Et on s'arrête pas parce qu'on est aussi dans la création perpétuelle et dans l'envie d'aller toujours plus loin avec notamment le lancement cette année du calendrier de l'Avent et plein d'autres projets qu'on a en tête.
aussi bien pour faire évoluer l'agence Sweet Blossom en tant que telle, que de faire évoluer Eva et Ambre, qui ont aussi toujours besoin d'aller plus loin et de se renouveler aussi dans tous les domaines. On va reparler du calendrier de l'Avent un petit peu plus tard. Là, je voudrais savoir ce qui vous a fait décoller au bout de 3 ans. Est-ce que vous avez identifié des choses que vous avez faites qui ont fait que justement vous avez vu cette croissance soudaine après 3 ans, ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Comment est-ce que vous y êtes pris pour alors, trouver vos premiers clients? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, c'était des amis d'amis, mais une fois qu'on a épuisé, entre guillemets, son cercle de connaissances et d'amis, il faut bien aller chercher des nouveaux clients. Comment vous y êtes pris, vous, de votre côté? Bah alors déjà, oui, au bout de 2 années, donc la troisième, on avait beaucoup plus de contenu, on avait des Hmm. choses à montrer. En 3 ans, évidemment, on a changé de notre façon de faire plein de fois, notre façon de travailler. On a gagné du temps, on a gagné en professionnalisme, on a trouvé des nouveaux outils. Donc on avait donc du contenu à montrer sur Instagram, sur notre site, sur Pinterest et autres plateformes. On a fait plusieurs salons, plusieurs festivals mariage pour nous faire connaître aussi. On a été sur des annuaires mariage et on a aussi fait des shootings d'inspi qui nous ont permis aussi d'avoir du contenu et c'est ce qui est le plus important et bah, c'est ce qu'on conseille aussi aux wedding planners qui se lancent. C'est au tout départ, on n'a rien à montrer et c'est ce qui est aussi un peu difficile au début. Donc c'est de ne pas hésiter à faire des shootings d'inspiration et de créer des choses, montrer ce qu'on sait faire. Et après, petit à petit, fait boule de neige. Et je Ça... pense aussi que l'idée, c'est de savoir se montrer aussi au début, d'aller en effet participer à tous les salons, d'aller regarder ce que font les autres, sans parler de copier, mais être toujours curieux de ce que va faire l'autre, de ce qui se fait dans la profession et ailleurs. Et nous, on a fait tous les salons, même des salons pour enfants, même des salons maison et objets. Voilà, toutes ces choses-là, je pense que c'est hyper important. Maintenant, il y a la chance d'avoir aussi tout ce qui est podcast qu'on n'avait pas nous au début, où il y a une grosse source d'infos aussi à aller puiser. Et puis rencontrer des gens, travailler sur le réseau aussi, des prestataires, se faire connaître. Quand on fait un shooting d'inspi, justement, comme le disait Ambre, c'est un bon moyen de rencontrer un photographe, pourquoi pas un vidéaste, d'avoir une make-up artiste et de se constituer son réseau petit à petit, de se faire connaître, de dire voilà, je suis là, je sais faire ça. Et ça, c'est aussi un bon moyen qu'on sache qu'on existe et de pouvoir montrer ce qu'on fait aussi au quotidien. D'accord, donc vous, si vous auriez une chose, parce que c'est vrai que, bon, après, là, vous êtes deux, et je pense que vous parlerez aussi un petit peu après de la manière dont vous vous organisez, mais quand on est tout seul, qu'on se lance, qu'on n'a pas beaucoup de ressources, en temps surtout, donc pour vous, la première chose à faire, c'est des shootings d'inspiration, si j'ai bien compris. Ouais. Après, peut-être travailler sur le contenu de son site avant Oui, peut-être de passer au évidemment, salon. en numéro un, c'est d'abord se faire un site. Mm. Bon, alors il faut des visuels pour faire un site, mais il faut un site absolument, parce que ça sert à rien d'avoir des beaux visuels, un joli compte Instagram, si au final ça ne transforme pas derrière. Si la personne veut aller plus loin, c'est hyper important d'avoir un site qui tient la route et où il y a toutes les informations. Donc oui, en numéro un, ce serait de se faire un site. Et puis après, oui, se faire des images et du contenu par des shootings. Et pourquoi pas carrément aller au culot et aller voir des wedding planners et leur dire, et nous, ça nous est déjà arrivé hein, qu'on ait ce genre de contact. Les filles, je démarre. Est-ce que je peux vous suivre sur un mariage? Est-ce que je peux voir comment vous faites? Est-ce que je peux vous aider sur quelque chose? J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de regarder. Et ça peut être par le biais de donc soit une journée comme ça où la personne vient, ou alors même faire des stages. C'est pas parce qu'on monte une entreprise qu'on ne peut pas avoir de stage. Avec Pôle Emploi aujourd'hui, parce que souvent il y a ceux qui montent aussi des agences, elles ont soit une rupture conventionnelle, ça marche quand même souvent comme ça. Pôle Emploi donne des conventions de stage et c'est aussi hyper intéressant de pouvoir se former sur le terrain. Donc pas hésiter à contacter les wedding planners et leur dire voilà, je veux faire ça, je veux me lancer, je veux être sûre que ça me plaît et que ça me convient et est-ce que je peux vous suivre quoi. Ouais, c'est un changement de mentalité aussi qu'il faut avoir, et voir les autres wedding planners de son secteur comme des confrères plutôt que comme des concurrents, et pas oser, Exactement. voilà, et oser aller les voir, ouais, c'est clair. Mm. Nous, on l'a fait au Je- début d'ailleurs, hein, à titre perso pour notre agence. On l'a fait d'ailleurs avec Ma Vie de Bohème, pour ne pas les citer. D'accord. C'est très chouette. Ok. Bon, bah, Et on l'a fait, ouais, on l'a fait à plusieurs reprises. Et c'est bien aussi de voir comment font les autres et ce que nous, on peut aussi leur apporter avec
aussi toute notre fraîcheur et le fait qu'on n'était pas forcément encore tout à fait dedans. Et voilà, c'était des bonnes expériences à prendre. Ouais, c'est un regard nouveau et puis ça peut être derrière des partenaires qui vont vous donner du Mm. boulot aussi, peut-être au début, Complètement. si jamais elles ont des doublons sur certaines dates. Ce que j'ai retenu, ce que tu as dit, c'est vrai que le site pour toi, ça sert aussi à transformer les gens qui découvrent sur Insta. Tu en as beaucoup, des prospects qui vous rencontrent ou qui vous découvrent sur Insta et après qui viennent sur votre site pour avoir plus d'infos et qui vous contactent à ce moment-là. C'est ce que tu observes? Alors, je sais pas si c'est dans le sens là ou dans l'autre, parce que comme tu disais au départ, quand on tape Wedding Planner Paris, on est quand même pas trop mal positionné. Mais, mais dans un sens ou dans un autre, oui, on a aujourd'hui plein de gens qui viennent, je pense, d'Insta et qui vont après voir le site pour voir nos formules, nos prix, enfin, le contenu du site, plus d'images, plus de reportages, parce que sur Instagram, c'est des petites photos par-ci par-là de nos mariages. Sur notre site, on a des reportages complets, donc on voit vraiment dans l'ensemble le mariage. Et on a plein de gens qui nous contactent via le formulaire de contact sur notre site. Faudrait qu'on demande d'ailleurs, tiens, parce que sur notre site, on a demandé, on a donc un formulaire de contact et on a dessus comment vous nous avez trouvé. Parce que ça, c'est une question qu'on pose aussi à chaque fois à nos mariés. Très souvent, c'est Instagram, très très souvent. Parfois, ils savent plus. Parfois, c'est sur un blog ou voilà, mais ça passe souvent quand même par Insta où on est bien référencé aussi. Voilà. Et puis d'où l'intérêt aussi d'être un petit peu partout, c'est que à la fin, les prospects vous voient un peu partout, ils savent même plus où ils vous ont vu la première fois, parce qu'ils vous ont vu à droite, à gauche. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, je sais pas si ça vient de ma vie de bohème aussi, cet aspect référencement, mais je crois que vous êtes 2 et 3 d'ailleurs Mm. sur la requête Wedding Planner Paris. Est-ce qu'il y a des choses, vous, que vous avez faites pour l'améliorer? Est-ce que vous l'avez travaillé? C'est quoi votre recette à vous pour bien référencer votre site? Oh, bah alors là, ça a été du. On a, pour le coup, on n'est pas comme Sophie, on n'est pas du tout geek. On a monté notre site comme on pouvait nous-mêmes. Et puis après, on a regardé des tutos sur Facebook, sur Google, savoir comment référencer son site internet, comment bien le faire. Alors, il y a encore plein de trucs à faire sur notre site. Il n'est pas du tout parfait, mais à force de travailler chaque page avec des mots-clés, les photos, les renommées, enfin, etc., etc., on a réussi. Ça a été long, mais aujourd'hui, on est en première page. Mais voilà, on n'a pas codé comme Sophie. Voilà, non, nous, ça a été un peu du système D. On avait même fait une formation, alors c'était au tout début, avec Atelier 4 mains, ça s'appelait. Une formation justement de référencement, où c'était sur 4 heures, je crois, tous les tips qu'il fallait faire justement pour être bien référencé. Et on a appliqué à la lettre ce qu'on nous a appris. Voilà, encore les bonnes élèves jusqu'au bout. Et en fait, ça marche quand on fait les trucs qu'on suit, ça fonctionne. Mais après, par contre, c'est très long. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on met des mots-clés partout que ça marche. Hein. Donc, faut C'est juste ça, il être faut être patient. patient. Ouais, faut être patient. Et d'où l'intérêt de réserver tout de suite un nom de domaine, de créer un site, même si on n'a pas grand-chose à montrer. C'est vrai que l'ancienneté joue, c'est vrai. Et autant capitaliser en fait dès le lancement de son activité plutôt que de chercher à mettre des sites gratuits, etc. Alors certes, c'est un petit investissement, mais sur le long terme, je pense que ça paye largement ses dividendes, quoi. Vraiment. Ok. Et donc vous avez dit au niveau de la formation, vous avez fait des stages chez vos confrères. Est-ce que vous êtes formé sinon ailleurs dans une école ou autre? Pas du tout. On n'a fait aucune formation de wedding planner. On a vraiment tout appris sur le terrain. On s'est formé nous-mêmes. Justement, le premier mariage qu'on a fait a été une très très bonne expérience pour nous, puisque c'était un mariage de 300 personnes. Donc on a démarré hyper Fort. fort. Alors on n'a pas fait, évidemment, ça n'a rien à voir maintenant avec du recul, avec ce qu'on fait aujourd'hui. On avait travaillé plutôt la partie décoration et puis de fil en aiguille, c'était un peu on avait un peu fait de la coordination, mais bon, je me rappelle même plus, mais ça devait être extrêmement léger. Euh, et, euh, et au fur et à mesure, on a développé un peu plus, mais Ok, donc 300 personnes, c'était pas trop stressant? Bon, c'était de la si. Comme... déco. Enfin, c'était vraiment de Ouais, la décoration, donc. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de tables. Il fallait pas se louper au début sur le chiffrage parce qu'on n'y connaissait absolument rien. Et,
Et donc, combien coûte la décoration pour une table? Qu'est-ce que j'achète? En plus, on avait des mariés qui étaient complètement perdus et qui avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire, ni de faire appel à quelqu'un. Donc, le deal, c'était un peu, vous nous faites confiance, on organise la déco du mariage gratuitement, hein, on va pas se mentir, pour qu'on puisse avoir un premier contenu, des premières photos, une première expérience. Donc, on a aussi tâtonné sur ce mariage-là, sur ce qu'on devait acheter, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'ils gardent, est-ce que nous, on commence à se constituer un petit stock, qui devient aujourd'hui le gros stock qu'on a en banlieue parisienne. Mais voilà, c'était tous les sujets de départ à creuser. Ok, donc là, vous faites aussi de la location de déco sur vos mariages. En fait, vous prenez de votre stock pour... Ouais, ça a été une grosse partie aussi. On a commencé, et c'est marrant parce que j'ai retrouvé tout à l'heure les photos de notre premier local, qui était en fait un box de parking fermé au sous-sol d'un immeuble. Et on a commencé comme ça. On a même commencé à la base dans la véranda de ma grand-mère, où on a stocké nos premiers vases, nos premiers éléments de déco, justement, pour ce mariage-là, qu'on s'est dit qu'on allait garder, on ne sait jamais. Et puis mamie a commencé à être envahie, donc on s'est dit, bon, c'est pas très pratique non plus d'avoir un local déco à la base qui était chez elle, donc à 300 km de Paris, chez mes parents. Et donc, on a trouvé ce petit local-là. On a commencé avec, il faisait quoi, 10 mètres carrés, un truc comme ça. Oui, c'est un box de Base parking. de parking, qu'on a aménagé quand même avec nos petites mains, avec des petites étagères qui étaient rangées comme il fallait. Et puis, il a grossi, ce local, jusqu'à ce que, justement, à la première saison, fin de la première saison, où on a démarré à 2, il soit complètement rempli de chez rempli, et où on était obligé de le vider intégralement quand on voulait charger un camion, parce que y avait des choses qui étaient complètement devant, ça débordait, il y en a d'autres qui étaient derrière. Donc c'était une sacrée manutention, et là on s'est dit on peut pas grossir comme ça, on peut pas continuer à faire ça, on s'épuise. Donc on prend une première décision dans le développement de l'agence par rapport à cette partie-là qui nous tient à cœur, parce qu'on adore la décoration. Donc on s'est décidé à investir dans un local déco plus grand. Aussi parce qu'on avait la volonté avec Ambre de développer encore plus l'agence et de pouvoir éventuellement se diviser sur les mariages. Donc de pouvoir chacune, enfin si besoin, hein, parce qu'en vrai on n'aime pas se séparer, mais quand il faut, quand il y a des doublons de dates, qu'on puisse au moins le faire et que ça reste bénéfique pour nous, qu'on puisse chacune puiser dans ce stock-là sans se tirer une balle dans le pied et devoir aller louer ailleurs. Voilà, donc ça a été quand même des années de chinage, je sais même pas si ça se dit chinage, mais on va dire ça. Bon, on a un fournisseur dont on taira le nom en province, dans lequel on trouve toutes nos pépites. Donc on ramène des gros camions 10 mètres cubes régulièrement, et on a le stock aujourd'hui qu'on a à Saint-Denis dans le 93. Donc c'est un beaucoup plus grand local qui fait une 40aine de mètres carrés avec une grande hauteur sous plafond. Donc vous avez pu admirer le rangement intégral la semaine dernière, puisqu'on a fait l'inventaire de fin de saison et le rangement, le tri, etc. De toutes Et ces c'est diffusé où ça? C'est sur Insta? sur notre compte Insta, dans les stories. On a rangé, voilà, jeté ce qui était à jeter. Parfois des pépites qu'on avait depuis le début d'ailleurs, qu'on a dû enfin, qui ont rendu l'âme au bout de plein de saisons. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on adore faire, et c'est aussi une extension de notre duo et de notre projet, puisque la décoration fait vraiment partie de ce qu'on aime faire et de ce qu'on a envie de développer dans le futur. Moi, la question que je me pose quand j'entends ça, c'est... Alors certes, vous devez avoir beaucoup maintenant d'objets, etc. Mais est-ce que vous vous sentez pas limité dans le sens où quand vous avez une déco à faire, est-ce que vous n'avez pas trop tendance à aller vouloir puiser dans votre stock et à peut-être reprendre certains objets, certaines décos sur différents mariages, donc avoir peut-être moins d'originalité? Et puis du coup, la question qui me vient après, c'est est-ce que c'est rentable? Puisque, alors certes, c'est vous maintenant qui êtes les loueurs directement, et enfin, j'imagine que vous faites payer aux mariés la déco sur laquelle vous avez investi avant.
Mais je sais pas, quand on compte le prix du local, etc., la, la location des camions pour aller les amener d'un point A à un point B, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que ouais, on n'est pas sur des mariages qui à la fin vont souvent se ressembler, puisque oui, vous avez tendance à aller trop souvent piocher dedans, un peu comme quand on a une maison secondaire et puis du coup on part plus en vacances puisqu'on va toujours dans sa résidence secondaire puisqu'on a déjà acheté, etc. Enfin, je sais pas si vous voyez ce Oui, que je veux oui, dire tous les deux, carrément. mais En fait, malheureusement, parce que s'il y a que nous, les objets, limite, ils serviraient qu'une fois. S'il y avait que nous. Mais malheureusement, quasi tous nos mariés veulent la même chose. C'est pas forcément parce qu'ils ont vu les photos chez nous ou autres, mais ils veulent tous la même chose. Alors, c'est vrai que nous, on en a ras-le-bol, hein. Le terracotta, on n'en peut plus. Le bohème, la pampa, c'est pareil. Donc, quand on nous dit, voilà les filles, j'ai un super thème, je veux du bohème avec de la pampa et je veux du couleur terracotta. Bon, bah là, on se regarde avec Eva et on se dit, ok, alors comment on va faire pour faire le 20e mariage comme ça, mais tout en apportant encore autre chose. Et en fait, à chaque dossier déco, on va nous se mettre des petits challenges et proposer des trucs carrément différents. Bon, au final, ils iront tous sur la même photo et le même truc qu'ils veulent, les bougeoirs dorés, les verres colorés, et voilà. Mais on aura quand même, nous, on se sera quand même éclaté, nous, à proposer de nouvelles idées en adéquation avec le lieu, en adéquation avec ce fameux thème choisi. Voilà. Mais donc forcément, quand on nous dit je veux encore la même chose, bah oui, après nous on est aussi un peu maligne et on réutilise des objets qu'on peut détourner, hein, parce que parfois il y a des objets qu'on utilise pour un plan de table qui sera après utilisé pour un livre d'art ou après pour une bande photo par exemple. Mais oui, pour répondre aussi à ta question, est-ce que c'est rentable? Forcément oui, puisque l'objet qui a été acheté il y a, je sais pas, 1 an, qui a servi sur 5 mariages, oui, à chaque location, bah forcément, il est rentabilisé. Et voilà, après, comme disait Eva, là, à la fin de la saison, il y a eu beaucoup d'objets qui ont été abîmés. On en a fait 28 cette année. Donc, il y a des objets qui ont été abîmés dans le transport, dans l'utilisation. Donc, il faut racheter, il faut se refaire un stock. Mais oui, c'est rentable de faire ça. Et après, on aimerait bien avoir un one-shot à chaque fois ou un objet incroyable à chercher pour les décos. Après, je dirais que c'est et surtout rentable parce que on sait bien acheter. Et ça, c'est aussi la force, je pense, de l'agence, c'est que on a la chance d'avoir un lieu secret euh, dont on taira le nom et une personne qui nous connaît bien et qui nous met de côté exactement tout ce qu'on recherche et tout ce qu'il sait qui va pouvoir nous intéresser. Donc ça, c'est la première force. On achète... bon, parfois, les camions de 10 mètres cubes, ils nous ont coûté... l'intégralité de ce qu'il y a dans le camion nous a coûté 100 euros. Donc honnêtement, voilà, forcément, à côté, c'est un bénéfice non négligeable. Et tout de suite, oui. C'est que limite, c'est acheté, mais c'est déjà rentabilisé pardon, 5-6 fois. Et moi, j'ai une passion pour les poubelles. Donc, j'adore, je suis désolée, mais j'adore les monstres, j'adore faire les poubelles. Voilà, le trottoir, c'est ma vie. Donc, je enfin, tu regarde veux dire les encombrants, c'est les ça? encombrants, tout à Ouais, fait. plutôt que les poubelles. Voilà, les encombrants. Mais bon, parfois c'est niché au milieu de poubelles et voilà, c'est d'avoir l'œil, de regarder. Et par exemple, dans les choses qu'on a pu, enfin dans les objets les plus rentables du local déco cette saison, c'était un bar en bois, c'était 2 secrétaires vintage. Ces 3 éléments-là, ce sont des éléments qui ont été trouvés dans les encombrants sur les trottoirs, dans les rues. Donc il faut, je dirais, avoir l'œil et être à l'affût de n'importe quoi. La dernière fois, on était avec notre stagiaire et on rentrait on rentrait d'où d'ailleurs, je sais même plus. Mais il était 1h du matin et à 1h du matin, je l'ai fait s'arrêter sur un des trottoirs à côté de chez moi parce qu'il y avait un secrétaire vintage qui avait l'air super pour remplacer celui qu'on venait de jeter. Bon, il s'avère qu'en le regardant de plus près, il était un peu abîmé, il y avait du marbre, c'était lourd, donc on l'a pas pris, mais voilà, il faut avoir l'œil partout pour, euh, pour rentabiliser. Je vois bien le titre du podcast. Je fais les poubelles pour décorer le mariage. Un truc dans le genre. Et c'est vrai, c'est une réalité. Il faut être curieux surtout et tout le temps.
Voilà. Et la déco, c'est peut-être quelque chose qui vous vient aussi de votre école de mode, parce que avoir l'œil aussi pour ces choses-là, alors certes, je pense que ça peut s'apprendre, mais il y en a peut-être qui ont l'œil un peu moins créatif que d'autres. Et vous d'ailleurs, comment est-ce que ça se... enfin, est-ce que à chaque fois vous vendez une organisation de mariage, vous vendez aussi la déco? Est-ce que c'est des choses que vous séparez ou ça vient toujours ensemble? On On a vend différentes formules. Dans la formule organisation complète, il y a la décoration qui est intégrée dedans. Donc la création d'un mood board déco, la création d'une shopping list, les achats, la location du coup chez nous. Et puis on a une formule décoration et coordination. Donc là, on s'occupe uniquement de l'élaboration de la déco et de la coordination de jour J. Et on a une formule déco simple où on s'occupe de la scénographie, de la décoration du jour J. On vient et on installe. Et ce qu'on aime évidemment faire, c'est au moins être là en coordination parce qu'on aime déplacer les objets d'un endroit à un autre. On aime imaginer que les lanternes, les dames Jeanne, peu importe, ce qui serait à la cérémonie puisse être déplacé ensuite au cocktail. On aime que les choses ne servent pas une fois dans un mariage et puissent vivre tout au long de la journée avec les mariés, avec les invités. Donc, on aime, c'est vrai qu'on aime bien être là sur ces deux formules-là pour pouvoir nous le faire et surtout le faire comme on a envie, avec toute la minutie qu'on y met à chaque fois. Et ça vient, oui, sûrement de nos formations du milieu de la mode. On est hyper curieuse de tout. On va regarder, on a une passion pour les packaging, donc on va regarder un packaging d'un paquet de cacahuètes, de ce que fait Monoprix. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Un hôtel, un nouvel aliment, j'en sais rien. Mais on va se nourrir de tout ça, une typo, on est très sensible à la typo. Euh, et on va donc tout le temps être à l'affût de regarder. Ça peut même être une scène dans un film, enfin j'en sais rien, ça va vraiment très loin. En tout cas, on aime essayer d'avoir des visions, même sur ce qu'on va faire le jour J, un peu plus loin que la simple décoration de mariage. Et comment vous vous organisez sur les mariages? Tu en as parlé tout à l'heure sur le fait que vous préférez être toutes les deux, mais est-ce que vous vous répartissez les tâches quand c'est comme ça? Est-ce que vous avez des rôles bien définis chacune? Alors, on a changé au fil des années notre façon de travailler. Aujourd'hui, maintenant, il y a une référente sur un mariage, donc une vraie chef de projet sur un mariage, euh, enfin, c'est aléatoire au tout départ. On fait juste attention que ce soit équitable, qu'il n'y en ait pas une qui fasse toutes les orgas complètes et l'autre que de la déco, par exemple. Donc, on essaye de répartir équitablement le nombre de prestations. Et après, on essaye aussi de regarder sur le mois qu'il n'y en ait pas une qui en ait trois et l'autre qui en ait pas du tout, etc., etc. Bon, donc ça c'est dans un monde idéal. Avec un monde Covid et les reports, ça a complètement explosé. Mais dans un monde idéal, c'est comme ça. Et donc il y a une responsable enfin une référente sur le mariage qui, elle, va être le contact privilégié des mariés. Au tout départ, on assistait à tous les rendez-vous chacune de tous les mariages, même celles qui étaient là en support. Et en fait, là, on en avait eu 28 cette année. C'était ingérable de pouvoir tous les faire. Du coup, on s'est vraiment divisé. La responsable faisait ses rendez-vous avec ses mariés. Par contre, à la fin de chaque rendez-vous, on se faisait une voice ou un message ou un texto pour se dire voilà, on s'est dit ça, on en est là, la problématique c'est ça, les next steps c'est ça. Est-ce que tu as une idée, une envie, tu penses à quoi, etc. On partage et on travaille main dans la main si besoin, évidemment. Et puis après, les jours J, on est là toutes les deux quand on peut. Donc, il y a toujours la référente qui, elle, va driver la journée. Et l'autre qui est là, évidemment, en support, en install. Même si elle n'a pas tout suivi, parce qu'elle n'était pas là physiquement à tous les rendez-vous, comme on a ces petits mémos à la fin, on sait quand même ce qui se passe et on peut prendre le relais si besoin. Donc, voilà pour la partie orga et jour J. On est Et aussi là toutes les deux en visite technique à voilà. chaque fois. C'est ça Mm. que tu allais dire? Ouais, Ok. vas-y. Ouais, on fait toujours la visite technique à deux. On en a parlé déjà dans un précédent podcast, mais c'est hyper important d'être là toutes les deux parce que on apporte notre vision. Déjà, on pense souvent pareil, on a souvent les mêmes idées, on aime souvent les mêmes choses avec Ambre, mais on peut avoir un détail ou
ou une idée qui nous vient. Voilà, déjà, ça, c'est la première chose. Donc, on les fait tout le temps à deux, et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y en a une qui peut être malade, comme moi aujourd'hui, par exemple, avec ma voix affreuse. Voilà, quelqu'un, je ne sais pas, il y en a une qui se casse la jambe, et il y en a toujours... au moins, l'autre sait où elle est, où elle va, connaît le lieu, et c'est hyper important de ne pas se sentir désarmé le jour J si jamais on n'a pas vu le lieu. Donc, on fait toujours ça. Et la seule chose qu'on se fait valider aussi à chaque fois, ce sont les dossiers d'écho. Justement, on a fait la visite technique. On fait toujours le premier rendez-vous avec les mariés, donc on sait ce qu'ils veulent. Après, celle qui devient leader dit aux mariés, bah voilà, je serai votre référente, et puis on fait les rendez-vous chacune de notre côté. Mais une fois qu'on en est à la phase du dossier d'écho, on l'envoie toujours à l'autre pour lui dire, bah voilà, j'ai imaginé ça en fonction de la visite technique et en fonction du rendez-vous avec les mariés. Qu'est-ce que t'en penses? Il me semble que tu avais pensé à des choses pendant la visite technique. Est-ce que finalement, en voyant ça, ça te semble cohérent? Est-ce que toi, tu rajouterais un truc? Et souvent, on se valide cette partie-là, l'une et l'autre. D'accord, donc et c'est un peu aussi ce qui ressortait pardon avec Ma vie de bohème, c'est que il faut peut-être qu'il y ait un leader assez tôt et c'est un peu le cas aussi dans chaque groupe, hein. Souvent quand il y a un leader ça marche mieux, il faut qu'il y ait quelqu'un peut-être qui prenne le lead sur les différentes étapes. Mais il y a des points que vous faites vraiment toujours en commun, donc visite technique, même si ça tombe mal, il faut toujours que vous soyez là toutes les deux, Mm. c'est un Oui, impératif, quoi. on est toujours là toutes les deux, et en fait, on bloque les rendez-vous ensemble. On a un agenda partagé où on se note, si on a un impératif personnel, on le met dans l'agenda partagé. Au moins, on sait que l'autre va pas booker un rendez-vous à ce moment-là. Et après, globalement, de toute façon, on est libre et on se rend disponible pour ce genre de choses. Enfin, voilà, on se met d'accord, ça te va tel jour, oui, ok. Et puis, si le lieu peut nous recevoir qu'à tel ou tel moment, on se rend aussi disponible pour ça, mais forcément toutes les deux. Et après, on va pas se mentir, c'est ce qu'on préfère faire la déco. C'est ce qu'on préfère faire, c'est de découvrir de nouveaux lieux. Donc aussi, même si par exemple on sait que ce sera Eva la référente sur ce mariage-là, bah, moi je suis toujours hyper curieuse de voir bah, quelque chose de nouveau. Souvent les mariés sont là, donc c'est aussi de revoir les mariés, d'échanger aussi avec eux, et c'est un moment qui est très chouette et qu'on Mm. aime bien faire. Maintenant, on va passer peut-être au deuxième segment où on va parler d'un projet que vous avez lancé, il me semble, assez récemment. Un produit assez innovant, un calendrier de l'Avent. Euh, si vous voulez bien nous en parler, déjà, savoir un peu ce que c'est, puisque ça... Alors certes, les calendriers de l'Avent, il y en a un peu pour tout et n'importe quoi. Et vous, du coup, vous en avez lancé un dans l'univers du mariage. Alors c'est pour les futurs mariés, si j'ai bien compris. Oui. Mais je vais vous laisser nous décrire ça un peu plus en détail. Alors ça, c'est le nouveau bébé qu'on bosse depuis 1 an. Ce calendrier de l'Avent, il est né encore une fois, comme Sweet Blossom à la base, d'une passion commune, d'un d'un hobby qu'on a avec Ambre depuis quelques saisons maintenant, mais on adore les calendriers de l'Avent. On s'en cherche pour nous-mêmes depuis quelques saisons maintenant. Donc, ça va être celui qui va faire le plus plaisir à l'autre, le plus original. Et puis, on s'est mis à développer ça à toute notre famille. Donc, on l'offre à nos frères, à nos pères, à nos amoureux. Voilà, on adore ça. Et puis, je crois que l'an dernier, il y a eu cette période de Covid qui a fait que tout le monde s'est un peu remis en question, etc. Il y a eu pas mal de moments de doute de comment on fait et comment on le fait de nouveau. On savait avec Ambre qu'on allait avoir une très 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 grosse saison 2020, que ça allait être extrêmement fatigant, et on va pas se mentir, on s'est dit potentiellement à la fin de cette saison-là, est-ce qu'on aura encore envie de le faire? Est-ce qu'on aura encore les reins solides pour rempiler sur une nouvelle saison, voilà. Donc clairement, on avait envie d'autre chose, mais comment, quoi, on savait pas. Et puis un soir, j'ai eu une insomnie, et du coup, pendant la nuit, je me suis dit, mais pourquoi on adore les calendriers de l'Avent? C'était en novembre l'année dernière, donc juste avant Noël. On adore ça. On adore le mariage, on adore ce qu'on fait, et on n'a pas envie d'arrêter ce qu'on fait en vrai. Donc comment on le fait différemment? Et, et dans le duo, Ambre, c'est quand même la tête pensante, c'est celle qui a la tête sur les épaules, c'est le budget, voilà.
Et moi, je fais les poubelles et je suis un peu plus dans la créa et dans la folie, dans les idées un peu délurées. Et donc Ambre, elle me canalise. Et là, j'avais tellement peur qu'elle dise non que j'ai fait une note d'ailleurs que j'ai toujours sur mon téléphone avec c'est limite si j'ai pas fait une petite présentation pour me dire il faut absolument qu'elle dise oui à ce projet-là. Il faut qu'elle suive cette idée peut-être complètement folle. Et donc, voilà, j'ai rédigé ma petite note. Je lui en ai parlé. Elle a rien dit. Elle a rien dit. Sa tête, elle disait rien pendant 5 minutes. Et puis à la fin, elle a dit ouais, c'est une super idée, on y va. Et là, go, c'était parti. La semaine d'après, on s'est fait deux après-midi de boulot où on a bossé sur le contenu, comment, quoi, pourquoi. Et ça s'est très très vite imposé à nous. Et début décembre, on commençait déjà les rendez-vous avec les prestataires qu'on voulait voir intégrés dans le calendrier. Euh, voilà, donc je vais laisser la parole à Anne pour qu'elle vous explique comment fonctionne le calendrier maintenant. Donc après cette présentation où elle flippait quand même pas mal que je dise non, en fait, t'es dingue, laisse tomber. Et en fait, non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a un vrai marché sur le calendrier de l'Avent. Il y a un vrai truc à faire. On a creusé, on s'est aussi, enfin, on a aussi après fait une étude de marché quand même. Et puis, on s'est dit, alors nous, en tant que wedding planner, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de chouette dans un calendrier de l'Avent? Donc, le conseil a été l'idée numéro 1. On s'est dit, OK, très bien. Donc, on est wedding planner, on organise des mariages. Donc, dans ce calendrier de l'Avent, on veut retrouver des tips pour organiser son mariage. Donc, dans chaque case, on a un prestataire du monde du mariage qui va se présenter sous forme d'une petite fiche, qui va donner ses conseils les plus importants aux mariés. Et on va retrouver un cadeau, parce qu'on ne va pas se mentir, un calendrier de l'Avent, on a envie d'avoir un petit cadeau chaque jour. Et on a aussi poussé le concept en apportant un avantage exclusif pour les mariés. Donc, par exemple, si je prends la case traiteur, sans tout spoiler, on peut retrouver en conseil combien de pièces cocktail il faut avoir si mon cocktail doit durer 1h30, 2 heures, 3 heures. Donc ça, c'est des questions qu'on nous pose tout le temps. Nous, en tant que wedding planner, on a tout le temps ces questions-là, donc on y répond. Le cadeau dans la case, c'est 2 petites sucettes cœur. Et le code avantage, c'est si les mariés signent avec le traiteur, il aura la pièce montée offerte. Donc c'est des très beaux cadeaux. C'est des cadeaux qui sont utiles, soit dans l'organisation du mariage, soit le jour J, qui peuvent être utilisés le jour J. C'est pas juste des petits gadgets qu'on a voulu mettre dedans, histoire de. Et c'est un calendrier qui marche sur toute la France. On a fait très attention à ça. On voulait que les mariés de Marseille, les mariés de Lille et de Strasbourg puissent se l'offrir s'ils avaient envie. Donc tous les prestataires du calendrier sont mobiles. Bon, à l'exception du traiteur, parce qu'un traiteur ne bougera pas sur toute la France. En revanche, celui qu'on a sélectionné, il couvre quand même une très grande partie de Paris, région parisienne, le Vexin, la Normandie. Voilà, il bouge quand même pas mal. Mais sinon, tous les autres sont accessibles partout. Et on a aussi fait très attention à ce que le calendrier ne soit pas genré. Donc il est fait pour tous les amoureux. Monsieur, monsieur, madame, 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 monsieur. C'est fait pour tout le monde. Voilà. Okay. Donc c'est des partenaires, j'imagine, que vous connaissez, avec qui vous avez peut-être déjà travaillé, que vous recommandez. C'est des partenaires avec qui on a déjà travaillé, mais pas que. Avec Ambre, on parle souvent d'expérience mariage à nos mariés. On ne veut pas seulement organiser leur mariage, on veut faire vivre une expérience à la fois à leurs invités comme à eux. Ça, c'est notre déformation du monde de la mode et du retail dans lequel on a travaillé, mais il y a cette notion d'expérience qui est très forte. Donc ça va se retrouver aussi dans le calendrier, puisqu'on a voulu faire découvrir aux mariés d'autres prestataires et à la fois aussi d'autres prestations qu'on n'aurait pas forcément envisagées dans l'organisation de son mariage, comme la création d'une playlist partagée, comme la création d'une odeur pour son mariage, des choses comme ça, qui vraiment vont apporter un plus aussi à ce calendrier et à la dimension générale du mariage. Tu as parlé là tout à l'heure qu'à la fin de l'année dernière, c'est ça, ou cette année même, vous étiez à un point où vous ne saviez plus si vous vouliez ou pas
Mm. continuer à faire que du mariage. Est-ce que votre vision elle a évolué par rapport à ça? Et surtout, comment vous voyez maintenant le calendrier de l'Avent s'imbriquer dans vos prestations et quelle place vous voulez qu'il ait? Et je parle en temps, en chiffre d'affaires, etc. Alors, vas-y. Non, J'allais dire, en chiffre d'affaires, on aimerait qu'effectivement ça couvre une partie pour nous, nous soulager sur les jours J. En fait, on adore ce qu'on fait. Comme on te l'a dit au tout début, on travaille avec passion, avec cœur et on le fait à fond. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment, tu vois, même après 6 années, s'il y a un truc qui se passe mal, enfin, qui se passe mal, c'est un grand mot, mais qui se passe pas comme on a envie, bah, on va ruminer, on va être là, comment je peux faire. Voilà, ça nous tient toujours à cœur à ce point-là. Et sauf que cette année a été une année très particulière puisqu'on a reporté quand même beaucoup de mariages en 2020 sur 2021. Donc ça a été quand même une année hyper chargée où on a fait donc 28 mariages. Mais limite, c'est comme si on en avait fait peut-être 40 puisque certains, on les a recommencés 3 fois, 4 fois, 5 fois parfois où on a changé de lieu, changé de prestataire, changé de déco, tout refait 10 fois, changé de passer de l'hiver à l'été, de l'été à l'hiver. Enfin, on a été brassés, on peut le dire, que ce soit physiquement sur les jours J, parce qu'enchaîner 28 mariages, c'est dur, mais aussi mentalement, parce que refaire tout sans avoir une vision hyper claire de ce qui va se passer dans l'avenir, bon là ça y est, ça va un peu mieux, mais on te reparle de ça d'il y a un an, on ne savait pas où on allait, c'était quand même difficile. Et on s'est dit, bah voilà, on a envie de continuer ça parce que ça nous plaît, et que ça fait 6 ans qu'on le fait, que ça marche et qu'il n'y a pas de raison de tout arrêter. En revanche, on veut aussi avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Euh, et puis, comme disait aussi Eva, on a aussi envie de nouveautés. Ça fait 6 ans, il y a beaucoup de gens au bout de 6 ans qui veulent aussi changer de boîte, changer de choses de ce qu'ils font. Alors, on ne dit pas qu'on connaît tout et qu'on est les meilleurs et qu'on sait mieux faire que tout le monde, sauf que au bout d'un moment, au bout de 6 ans, je pense que globalement, on sait organiser un événement, on sait le décorer et on avait envie de nouveautés. Donc ce calendrier, il est venu comme ça. Il est venu comme une bouffée d'air frais, de nouveautés, de nous sortir de notre zone de confort, de trouver comment on fait un packaging, comment on source d'autres prestataires, comment on le vend. Alors, de par nos autres métiers, ça nous a aussi aidé, mais voilà, ça nous a donné un espèce de boost. À un moment donné, on en avait tous besoin, où tout était hyper morose. Et ça nous a aussi remis dans une perspective où on s'est dit, OK, on veut travailler là-dedans, mais on veut travailler différemment. Donc le calendrier en tant que chiffre d'affaires, oui, on aimerait que ça devienne une grosse source de notre chiffre d'affaires pour nous laisser du temps et être peut-être moins présente sur le terrain. Et après, on a aussi d'autres projets pour développer l'agence, pourquoi pas en licence de marque. D'accord. Vos objectifs de vente, vous les avez fixés pour votre calendrier? Alors là, on est sur la première année, donc j'imagine que ça va monter en puissance au fur et à mesure que les années vont passer. Mais oui, comment est-ce que vous en faites la promotion? Comment ça se passe pour l'instant? Puisqu'apparemment, il est déjà lancé. Alors Dites-nous là, tout. il est lancé depuis début octobre. Donc on est sur le tout début du démarrage, mine de rien, avec des gens qui sont pas encore, je pense, tout à fait dans le mood de Noël pour l'instant. Donc voilà. En revanche, les retours sont super bons, que ce soit au niveau des prestataires autres, hein, évidemment, ceux qui ne nous ont pas suivis dans le calendrier, puisque ceux-là étaient tout à fait convaincus que c'était un super projet et ont été aussi hyper contents de participer à quelque chose de nouveau pendant cette année qui était un petit peu compliquée. Tout le monde s'est accordé à dire que c'était chouette d'avoir quelque chose qui change, un nouveau projet et de prendre de la hauteur aussi et de pas se dire bon bah voilà l'année était pourrie, on sait pas où on va et d'être dans la nouveauté. Ça a vachement aidé, je pense, tous les prestats qui étaient dedans. Tous les prestataires qui le découvrent aujourd'hui nous envoient des messages pour nous dire que c'était une super idée. Certains qu'on avait approchés, qui n'ont pas pu le faire cette année, nous disent bon, je réserve ma place pour la seconde édition. Et les retours, en tout cas, des clients sont aussi super, puisque bah, tout le monde nous dit c'est génial, ça change, c'est vraiment un produit nouveau, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde du mariage et c'est super. Et c'est exactement la réaction qu'on voulait des gens en fait. C'était ça, c'était oui, nous ce qu'on a envie d'apporter aujourd'hui, comme disait Anne, les mariages, on sait plus ou moins bien les faire maintenant sans prétention aucune, mais on a envie d'être cette agence qui apporte de la nouveauté,
qui apporte une nouvelle manière d'aborder le mariage aussi. Au travers de ce calendrier, c'est finalement un mini wedding planner à domicile qu'on voulait aussi apporter. Ça substitue pas à la personne le jour J parce qu'on sera toujours évidemment dans dans l'école de il faut quelqu'un pour épauler le jour J. Mais en tout cas, voilà, c'est une première base de travail pour organiser son mariage. Donc ça, c'était pour la première partie. Et puis pour répondre à la seconde, on a créé 1480 unités de ce calendrier pour être exact. Voilà, donc on surfe aussi sur les deux marchés. On surfe sur le marché du calendrier de l'Avent classique, puisque c'est pour ça qu'il a 24 cases. Les gens nous ont demandé, il y a eu quelques petites incompréhensions, quelques petites incompréhensions. Donc on a aussi retravaillé ça, c'est de se dire c'est bien pour Noël, parce que c'est un cadeau de Noël, mais c'est aussi très stratégique parce qu'on est dans la période clé où les gens, où il y a beaucoup de demandes en mariage, où du coup les gens se mettent à fond dans les recherches de prestataires là entre septembre et le début d'année prochaine. Donc c'est hyper stratégique de pouvoir leur offrir ce calendrier-là à la fois pour Noël, en cadeau de Noël, et à la fois pour organiser leur mariage. Ouais, bah, c'est un super projet, surtout même pour votre marque. J'imagine que ça la fait rayonner aussi auprès d'une autre cible peut-être, ceux qui veulent organiser eux-mêmes, mais c'est vrai que au final, c'est Sweet Blossom qui vend, qui commercialise. D'ailleurs, vous avez pas dit, mais j'imagine qu'il est en vente sur votre site. Est-ce Oui, qu'il est bien en sûr. vente à d'autres endroits ou... Non, c'est uniquement sur votre Non, site que tu alors fais il est en concurrence. vente sur notre site. Il est visible dans certaines boutiques de robes de mariée qui l'ont au showroom, puisque ben, c'est un calendrier de l'Avent, donc les mariés peuvent se l'offrir pour s'aider. Enfin, ils peuvent se dire, bah, très bien, trop chouette, on est à fond, ça va être trop cool d'ouvrir une petite case chaque jour. Mais ça peut être aussi un super cadeau de témoin ou de famille pour un couple qui va se marier en disant, bah voilà, je sais pas trop comment t'aider, mais bah, tu prends ça et puis ça va te donner plein de tips, plein de conseils, plein de choses. C'est un super clin d'œil. Et puis la team témoin, ils peuvent se cotiser, se mettre à 4 et ça fait un super cadeau à offrir aux mariés. Donc on peut le voir sur notre site, sur des boutiques de robes, dans des boutiques de robes de mariée, euh, qui l'ont mis en physique et sur leur e-shop aussi. Et après, évidemment, tu demandais tout à l'heure en communication, il y a le Wedding Magazine qui va nous faire une parution web et presse. On attend a priori à Vogue Mariage aussi qui devrait nous faire une publication. On a deux grosses influenceuses qui en ont parlé. Megan VLT et Pauline Torres, c'est deux influenceuses qui se sont mariées cette année, une en juin et une en septembre. Et en fait, on beaucoup, beaucoup parlé de leur mariage et on trouvait ça chouette aussi qu'elles montrent à leur communauté qu'il y a des nouveaux produits dans le mariage qui existent. Donc ça, c'était ce week-end et ça a vraiment beaucoup, beaucoup plu et beaucoup de futurs mariés nous ont écrit pour dire « Ah, je viens de découvrir ça, c'est génial », voilà. Et puis après, on fait de la pub un peu Google Ads, un peu des pubs sponsors sur Instagram. Évidemment, on a fait un dossier sur Pinterest, etc., etc. Ok, ben on mettra le lien dans tous les cas de votre site et de la page sur laquelle, parce que là je suis sur votre site d'ailleurs et j'ai vu que vous aviez fait une page spécifique pour ça. On mettra le Ouais, lien sur l'article qui accompagnera ce podcast sur Planners, trop bien. planners.fr. Bon, vous aurez donc une autre publication, un autre partenaire. Parfait, cool. Ouais, en tout cas, c'est une très bonne idée. Ouais, j'ai vu les photos, ça... et puis c'est un joli objet, quoi. C'est un joli objet Ouais, qu'on peut C'est un poser chez coffret qui a soi. vocation à être gardé après le mariage, justement. L'idée, c'est que les Mm. gens puissent enlever les petites cases et puis garder le gros coffret. Il est aimanté, donc il se ferme super bien. Il est assez rigide. Et c'est comme une petite boîte à souvenirs après son mariage. Il a été pensé voilà, pour que rien ne soit forcément jeté, qu'on puisse tout conserver. Bientôt, vous pourrez poster des photos des gens qui lui ont donné une seconde vie avec plein ouais. d'utilisations assez sympathiques. Ça On pourrait a être pas trop mal, hâte je de les pense voir aussi. dans les mains des gens. Ouais. On va passer, si ça vous dit, au dernier segment du podcast où je pose toujours les mêmes questions là, sur cette Ouais. saison 2. Ça a un petit peu changé. Déjà, la première question que je voulais vous poser, c'est si vous voyez ou si vous entendez souvent des mauvais conseils dans l'univers de l'organisation de mariage ou des idées reçues que vous essayez de combattre. Oui, les wedding planners ont mauvaise presse. Très Ouais. mauvaise presse dans les
Ah bon? souvent auprès des traiteurs, bien souvent. Ah. Alors, bien souvent, on le sait tout de suite, en fait, quand on appelle un traiteur et qu'on sent qu'au téléphone, c'est un peu réticent, ou on a déjà eu cette saison des mariés qui nous disaient bon, alors, j'ai dit à mon traiteur que j'avais des wedding planners, il m'a déjà dit qu'il savait très bien faire son travail et qu'il n'avait pas besoin de vous. Voilà, ce genre de choses. Donc, on essaie de combattre à chaque fois cette mauvaise presse-là auprès je parle des traiteurs, mais ça peut être d'autres prestataires aussi parfois, hein, en leur montrant qu'on sait se relever les manches, qu'on sait être là surtout. On est une équipe et on est là pour travailler en équipe. Le but, c'est que le mariage se déroule bien pour tout le monde, y compris aussi pour les prestataires qui gravitent autour des mariés. Donc, ils le voient le jour J. On n'est pas des petits chefs qui donnent des ordres. On installe les carcasses. Je crois que cette année, on a installé 90% des carcasses des mariages où on a assisté. C'est ce que tu appelles une carcasse d'ailleurs. Ah oui, pardon, tables, les tables dans la salle suivant le plan des mariés, le plan Les tables, les dans les- chaises, les D'accord. buffets, tout Voilà. ça, qui est normalement au traiteur de le faire. Mais comme dit Eva, cette année, les manutentionnaires, c'était nous, hein, clairement. Et pour le coup, on regarde jamais quelqu'un faire, quoi. Si on est en retard, évidemment, qu'on va y aller, évidemment. Enfin, D'accord, donc en fait, tu veux dire que cette mauvaise presse, ça vient de l'image que ces prestataires-là mettent l'image et sur des parfois wedding planners? la mauvaise Ouais, on dit. expérience. Ouais, la mauvaise expérience. Peut-être que Oui, il y a certains, forcément. s'ils sont mal pris au début ou Ouais. du comportement peut-être un peu On retiendra euh, toujours ouais, des donneurs d'ordre, quoi, Exactement. C'est Ouais. les que des légères coéquipiers. qui vont donner des ordres qui vont rien faire, pour la faire courte. Et il Alors que voit très quand... vite que nous, quand on arrive le jour J, déjà, il voit qu'on a 10 mètres cubes de décoration dans un camion, qu'on se tue à décharger, recharger, décharger, recharger. Donc là, ils se disent, ah bon, quand même, elle bosse un peu. Et puis on leur envoie un déroulé de journée qui est hyper clair, hyper précis. On les appelle en amont. Et on leur dit bien au téléphone qu'on va travailler avec eux, qu'on lancera jamais une animation sans venir leur demander avant, qu'on est une équipe, qu'on va travailler ensemble. Donc on essaie vraiment de les amadouer déjà en amont. Et puis le jour J, ils comprennent bien que voilà, qu'on n'est pas là pour se tourner les pouces, que nous aussi, on va en chier et qu'on va en chier ensemble s'il y a besoin, mais qu'en tout cas, on va travailler tous ensemble. Et, et du coup, en général, ça se passe bien et ils reviennent nous dire bon, d'accord, on a changé d'avis, finalement, c'était bien. Ouais. Voilà. Mais c'est toujours un peu chiant, pardon du mot, mais quand on sait qu'on arrive et que déjà le traiteur, il a un petit problème avec nous, quoi, sans même nous connaître et sans même savoir comment on travaille, c'est un peu embêtant. Alors quand on a des traiteurs comme Grand Chemin, pour ne pas les citer, qui sont juste extraordinaires et qui ont tout à fait compris le rôle du wedding planner et le fait qu'on soit une équipe, et ben c'est tellement un bonheur. On travaille tous ensemble, on s'aide, ils nous aident, on les aide, on communique de manière très très fluide sur les événements et à chaque fois on leur dit mais c'est tellement un bonheur de travailler avec des gens qui ont compris qu'on n'était pas là pour donner des ordres mais pour aider, ça roule. Et puis c'est un peu dommage, parce que j'imagine que des wedding planners peuvent être aussi des bons apporteurs d'affaires quand ça se passe bien avec un traiteur pour leur du Carrément, business sur des mariages, quoi. carrément. Mm. On va passer à l'organisation. Est-ce que vous avez des outils, des logiciels, des applications que vous utilisez régulièrement enfin, quel est plutôt l'outil, l'application dont vous ne pourriez pas vous passer dans votre quotidien de wedding planner? Il y en a plusieurs. On travaille sur... Alors, au tout départ, on travaillait sur rien. Puis après, on a développé des fichiers Excel. Puis après, on a développé des fichiers partagés. Puis après, Voilà. On a mis en place des templates qui nous sont propres et avec qui on aime travailler, qui sont fluides. Je pense à la shopping list, je pense à nos dossiers d'éco, tout ce genre de choses. C'est des docs en interne qu'on a mis du temps à travailler, qu'on fait évoluer au fil des années et notre façon de travailler. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise au quotidien. C'est des outils que tu utilises sur les outils Google, je pense à Google Sheet, Google Doc. Alors, oui, ça on peut l'utiliser, mais je parle plus, c'est carrément des templates qu'on a créés nous-mêmes et sur lesquels on bosse nous au quotidien. C'est des dossiers, et des documents qu'on a créés nous-mêmes sur lesquels on bosse. Après, on se les partage via Google Drive, ce genre de trucs. Mm. Mais c'est d'avoir des outils internes.
Puis après, on a travaillé sur Wedding Bear, qui Mhm. est une plateforme pour les wedding planners qui permet de centraliser tout sur une même plateforme. Tout est mariage, tout est prestataire, toutes les échéances de paiement, enfin tout, et d'avoir en une seule vision qu'est-ce qui va se passer et quand, et puis de faire gagner du temps sur pas mal de choses. Donc ça, on a travaillé dessus cette année, et c'était très bien. Euh, on a travaillé aussi une année sur Trello, avant d'avoir Wedding Bear, où on mettait avec les mariés, on se partageait le Trello, et puis on mettait nous les dossiers où on en était, eux mettaient leurs petites requêtes, etc. Puis on échangeait là-dessus. Et puis après, les outils comme Insta, Pinterest, tous les réseaux sociaux qu'on connaît, et puis Google pour la recherche de prestataires si besoin aussi. Et puis j'imagine que vous avez votre base de données de prestataires, de salles, votre fournisseur dont on n'aura pas eu le nom sur le podcast, mais peut-être que peut-être que vous vendrez les coordonnées, ça va devenir tellement C'est ça. un plan magique que vous allez en faire un business, qui sait. C'est ça. Ça fait partie peut-être de vos axes dont vous m'avez parlé là de développement. Ceci étant dit, non, il y avait aussi la question sur la tendance des futures années dans le domaine du mariage, mais bon, vous y avez déjà répondu. Alors c'était plutôt la tendance actuelle, terracotta, bohème. On espère que ce sera plus Bo- celle-là les prochaines années. Moi, ça fait 6 ans qu'on espère que ce sera plus sympa. Mais est-ce qu'il y a des challengers qui commencent à qui commencent à pointer le bout de leur nez en termes de tendance Ouais, ou là vraiment on voit qu'on est plutôt sur un mariage plus minimaliste, plus dans la qualité sur peut-être moins de choses sur les tables, mais des choses plus quali, en termes de fleurs, en termes de vases, en termes de matière. Mélange de matière pas mal. On mélange le verre, le fer, le lin, la céramique. Voilà, après, comme on disait au tout début, nous, nos mariés, ils veulent tous du terracotta ou du bohème. Voilà. Après, peut-être que c'est aussi ce que vous mettez en avant sur vos supports. Peut-être qu'ils vous Bah, découvrent sur des reportages mariage où vous avez ce genre. Alors, oui, peut-être que c'est un c'est un cercle entre cercle guillemets. Alors, vicieux. voilà, alors c'est peut-être pas vicieux non plus, puisque je pense que vous, quand on Oui, vous parle de ça, alors peut-être que vous partez pas en courant non plus maintenant, mais c'est vrai que à force de communiquer sur ces mariages-là, peut-être que vous attirez des gens qui sont bien sûr. potentiellement intéressés par ce genre de choses. Donc, Et c'est en peut-être ça que aussi c'est les wedding planners ou toute la com qui est faite sur le mariage qui fait que ça s'auto-entretient au fil des années. Je ne sais pas. Mais... peut-être. Et c'est pour ça que les shootings d'inspi, on aime bien aller carrément à contre-courant de tout ça. On a fait des shootings ultra colorés, on a fait des shootings dans une piscine. Enfin voilà, on pousse le concept déco carrément différent pour que justement on nous associe pas au thème bohème et au thème terracotta. Demain, nous, on serait hyper heureux de travailler sur un thème, je sais pas, gothique ou cirque. Là, on s'éclaterait en déco, mais on deviendrait comme des dingues. Donc si jamais quelqu'un veut faire ça, on est Voilà. parti. À tous les futurs mariés qui nous écoutent, si vous avez un projet cirque ou gothique, Ouais, ouais, franchement, ça serait fou. On aimerait trop. moyenâgeux, Ouais, Ouais, à c'est ce bien. genre de concept, avec des armures à la place des costards, ouais, ça pourrait être sympa. voilà. Avant de vous laisser, où est-ce qu'on peut vous retrouver il y aura des liens, mais est-ce qu'il y a un endroit privilégié où on peut entrer en contact avec vous? Notre site internet, notre compte Instagram. euh, Ok, donc où on tape Sweet Blossom, Ouais, c'est Sweet ça. Blossom, vous nous retrouvez. Et si vous voulez voir encore plus d'inspi de ce qu'on fait et plus de reportages sur Pinterest, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on Ah, montre. Pinterest. C'est vrai que Euh, Pinterest, on le met moins en avant ce réseau social, mais ouais, j'imagine que ça peut être bien même pour vous, pour aller chercher de l'inspi. Nous, c'est un outil qu'on utilise au quotidien. Quand on fait nos dossiers déco, on se nourrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pinterest parce que ça permet aux mariés de se projeter, soit sur un thème qu'ils ont en tête, sur une couleur, sur quelque chose. Et effectivement, nous, on a énormément de vues sur ce compte-là. Alors, c'est de la recherche d'infos, mais on se dit aussi qu'au bout d'un moment, plus on est vu, plus au bout d'un moment, Sweet Blossom dans la tête des gens, ça fait son chemin. Et on a 200 000 vues par mois, 200 Ah 000 oui, visiteurs uniques par mois, ce qui est quand même énorme. ouais, c'est assez énorme, ouais. Et nos C'est- stagiaires ont bien travaillé cet été justement sur le référencement de Pinterest. Donc, on est à jour sur toutes nos photos du mariage de la saison en plus. Voilà.
Ok, donc peut-être qu'on fera un épisode sur le référencement Pinterest, j'y avais pas Ouais, mais pensé, mais c'est un peut-être vrai super truc. intéressant. Hmm. Bah 200 000, c'est vrai que ça commence à être quelque chose, quoi. Ouais. Enfin, surtout que là, on est sur des personnes qui cherchent de l'inspiration, donc potentiellement, c'est des prospects pour vous aussi. Alors certes, il doit y avoir aussi beaucoup de professionnels et des wedding planners et compagnie, mais je pense que sur les 200 000, il doit quand même y avoir une grosse proportion Bien sûr. d'internautes et de visiteurs qui sont des futurs Bah, mariés. nous, quand on aborde nos premiers mariés qui nous partagent leur dossier Pinterest, parce que toutes les mariées ont un tableau Pinterest pour leur mariage, on est hyper fiers quand on voit 4-5 photos à nous qui ont été pinées au tout départ et on se dit ah ouais, trop cool. Ouais, donc c'est vrai que ça, même si, enfin, et puis t'en parlais tout à l'heure, il y a des gens, ils s'en rappelleront pas, mais le fait de lire ta marque, peut-être qu'ils en prennent pas conscience au moment où ils pinent ta photo, mais après ils te revoient sur Google et peut-être que dans leur tête, ça fait un cheminement, ils se disent ah tiens, c'est vrai, j'ai J'ai peut-être déjà vu ça déjà quelque vu part. ce nom-là quelque part, Oui, et puis ça fait son chemin, c'est vrai, t'as raison. exactement. Bon, dans tous les cas, on mettra tous ces liens-là, encore une fois, sur notre blog. Merci pour votre temps. C'était très instructif, encore une Avec fois. plaisir. Merci beaucoup. C'est super intéressant, au final, ces épisodes avec 2 personnes. J'espère qu'on en fera d'autres. Là, on a une vague avec 2 épisodes d'un coup. On verra pour les prochains. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Peut-être à une prochaine pour un futur épisode. Et puis, plein de bonnes choses avec votre calendrier, en tout cas. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. À Salut. bientôt. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'il t'aura plu. Pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes, nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profites-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.